Depuis 1979, tous les anciens premiers ministres travaillent dans ou pour une société canadienne. Tous ceux qui ont été premiers ministres, je pense à Joe Clark, je pense à Brian Mulroney, je pense à Jean Chrétien, travaillent pour des sociétés minières. Et Paul Martin, lui, c'est un peu particulier. Il affiche sur toutes les tribunes adorer beaucoup la forêt dense du Congo et vouloir absolument la protéger. Il veille sur elle et il y tient beaucoup. Brian Mulroney était, dans les années 1990, là, les années les plus cruciales, membre du Conseil consultatif international de Barrick Gold. Il y avait au sein de ce Conseil consultatif international-là, qui était une sorte de Sénat, une sorte de super lobby, il y avait George Bush père, Peter Munk, Paul Desmarais, Karl Otto Pöll, l'ancien de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, Vernon Jordan, qui est un avocat très influent auprès des Clinton, Mulroney lui-même, j'en oublie certainement. Il y a donc Joe Clark qui était chez First Quantum Minerals. Bon, ça fait des fins de carrière assez qui garantes de prospérité, disons. J'ai oublié là où je voulais en venir par rapport à tout ça, mais c'est un point qu'on peut, un point de précision. L'autre chose sur l'AGDI, j'étais juste préciser sur l'AGDI. L'AGDI, ce qui était intéressant avec les conservateurs, c'est que le seul avantage, disons, c'est qu'au moins ça devient clair, les choses deviennent claires. Avec l'AGDI, le programme, c'est une sorte de confirmation de ce qui se joue depuis longtemps. Effectivement, le programme de l'AGDI consiste à amener les ONG à souscrire à des partenariats avec des sociétés minières présentes à l'étranger pour avoir du financement. Et c'est souvent l'objet de grands dilemmes, parce qu'on se dit, est-ce qu'on abandonne des populations avec lesquelles on est déjà en lien? Est-ce qu'on abandonne des projets étant donné nos convictions? Ou est-ce qu'on participe avec IAMGOLD, avec Barrick Gold, avec je ne sais trop quelle société minière, à un projet qui consiste au fond à laisser les citoyens canadiens, par les fonds de l'AGDI, financer les programmes de responsabilité sociale des entreprises dont on va se targuer ensuite dans les rapports annuels. Donc, c'est qu'au fond, on ne va quand même pas dépenser pour des écoles ou pour envoyer Mustapha à l'université aux États-Unis. On va laisser les Canadiens le faire, mais on va s'attribuer la chose dans nos rapports annuels parce que ça fera partie, au fond, des conséquences joyeuses de notre présence dans les pays du Sud, quoi. C'est un peu la logique. Mais de toute façon, l'AGDI, depuis les années 90 au moins, fait trois choses problématiques. La première, c'est que c'est clairement une instance de soutien financier des industries canadiennes dans les pays du Sud. L'AGDI ne s'intéresse pas au développement de l'Afrique, mais au développement des compagnies canadiennes en Afrique. Ce qui n'est pas la même chose. Je veux dire, on a par exemple le chemin de fer qui a été privatisé dans les années 90 entre Bamako et Dakar, et en fait, l'AGDI a financé la remise à neuf des infrastructures ferroviaires avec, à la condition que les sociétés d'État sénégalaises et maliennes privatisent les infrastructures, après que les Canadiens ont eu financé la mise à neuf. Et par hasard, c'est une société canadienne qui a décroché le gros lot et qui a obtenu l'édite société de transport ferroviaire, jadis nationale. Et la première chose qui a été faite, c'est de licencier des employés et de fermer des gares au public. C'est un petit peu comme si ici, des investisseurs des Émirats arabes unis achetaient l'aéroport de Dorval et fermait tous les vols civils pour ne plus faire que du fret, du transport de marchandises. Bon. Donc on était vraiment dans une logique coloniale. Là, on l'a dit, il y a d'autres projets, là, c'est documenté, qui sont controversés. L'autre chose, c'est de servir d'écran à toutes sortes de projets problématiques, c'est-à-dire qu'aux abords d'une mine, conséquences graves, on va effectivement ouvrir un orphelinat ou créer une école, ainsi de suite. Et c'est aussi une instance de propagande. C'est ce qui fait que Patrick et moi, par exemple, étions convaincus il y a quelques années qu'au fond, on n'était pas si mal. C'est que si vous voyez la documentation de l'AGDI, vous voyez, même à Gatineau, là, dans leur bureau, vous voyez un présentoir quand on arrive où on voit des Canadiens tous plus vaillants les uns que les autres, être allés au secours des pays du Sud. Ça va être M. Johnson à Mousdia qui sera allé en Tanzanie, puis ça sera Mme Tremblay à Chicoutimi qui aura fait un stage au Mali. Mais dans tous les cas, on a là, je dis, la volonté de présenter une image qui est une image de marque du Canada et qui lui sert sur la base d'un commerce de la bonne réputation. C'est jamais tout noir ou tout blanc, parce que mes deux collègues ici, et c'est pas que je suis en désaccord nécessairement avec eux, mais tracent un portrait quand même assez
noir et négatif là, de l'ACDI. Je comprends que tout peut toujours s'améliorer. Là. On peut toujours faire mieux, même ici au Québec, pour nos propres instances, pour nos propres institutions démocratiques. On a encore beaucoup de travail à faire. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'ACDI... OK, tout le monde ici, je veux dire, vous êtes des étudiants, tout le monde ici a déjà commencé un travail, donc vous étiez en formation. Tu sais, là, il y a une semaine où est-ce que vous êtes en formation, vous êtes... l'entreprise vous paye là, pour être en formation, pour ensuite que vous puissiez travailler dans cette entreprise-là. Alors, en fait, le nouveau programme de l'ACDI, ça serait une situation comme ça. Ça serait que, par exemple, une entreprise minière engagerait des gens, peut-être dans un village plus ou moins rapproché, peu importe, et leur donnerait une formation. Et en fait, à la place de payer ces gens-là, se ferait payer par l'ACDI pour former ces gens-là, pour ensuite travailler dans leur propre entreprise. Donc, c'est l'ironie de la chose, c'est de dire que ben, si une entreprise va former des gens pour qu'ensuite qu'elle travaille dans son entreprise, ici, on se fait payer pour la formation. C'est pas le gouvernement qui paye l'entreprise pour nous former. Donc, l'ACDI ne devrait pas financer, que ce soit peu importe des projets comme celui-ci ou n'importe quel autre. L'argent de l'ACDI ne devrait jamais aller dans les mains des investissements privés. Donc, et c'est c'est le problème justement avec l'ACDI et ce que les conservateurs essaient de faire avec ces nouveaux programmes-là, c'est que la vocation de l'ACDI ne devrait pas être ça, mais tu sais, cela étant dit, l'ACDI est quand même un objet positif pour le Congo. On parle du Congo, c'est que la pauvreté, peu importe qu'elle soit dans le monde, mais on va parler du Congo, la pauvreté, le manque d'éducation, la peur, les conflits jouent le rôle central dans la possibilité pour ces entreprises-là en fait, d'exploiter les gens. Justement, on parle du manque d'information, etc. Donc, si on veut empêcher que ce genre de situation-là se produise, la première chose qu'on doit faire, c'est sortir les gens de la pauvreté. Non, mais la population, l'argent ne va pas à la population. La population, les gens au Congo, je suis désolée, ne vivent pas comme je parlais. Ils vivent avec plusieurs vivent avec peut-être 15, 20 $ par mois. Donc, les gens ne sont pas... oui, il y a des gens riches comme n'importe qui ici. Je veux dire, on peut aller à Westmount. Il y a des gens qui ont des maisons à 5 millions, 8 millions, mais je suis probablement sûre que c'est pas le cas ici. Donc, non, mais les gens... les ONG sur le terrain ont besoin d'argent pour aider les femmes qui ont été violées à pouvoir avoir de l'aide psychosociale pour se sortir du cercle vicieux. Les enfants soldats qui ont été entraînés par les groupes armés, les ONG sur le terrain ont besoin de recevoir de l'argent de l'ACDI pour aider ces enfants-là à retrouver, par exemple, un rythme de vie normal. Le problème qu'aujourd'hui, dans le traitement de tous ces dossiers, c'est qu'on n'interroge pas les faits et les causes profondes de cette pauvreté, de toutes ces crises et de cette guerre. J'ai très bien dit que le Congo, pendant un moment, a vécu sans guerre. D'où est venue la guerre? Je vous ai fait juste une historique rapide. Le problème, c'est qu'il se passe au Congo, c'est que les stratèges appellent la stratégie du chaos. Et ça, on ne va pas vous apprendre à l'école ni dans les médias. La stratégie du chaos, c'est qu'on entretient une situation d'instabilité pour permettre à des multinationales de faire même pas essayer de faire des profits. Vous vous rendez compte que si les multinationales canadiennes doivent traiter avec des gouvernements responsables, mais elles ne pourront pas faire la pluie et le beau temps. Elles ont besoin des chefs de guerre, elles ont besoin de traiter avec des gens qui vont leur fournir, leur laisser des sites miniers en échange d'armes et de quelques millions de $. C'est tout. C'est ça la réalité. Donc, quand le gouvernement canadien parraine ces multinationales ou sous-traite ses activités à travers un pays comme le Rwanda ou l'Ouganda, l'ACDI, son rôle est de venir jouer l'ange. Parce que c'est avec l'ACDI qu'on va vendre l'image du Canada. On va occulter en fait la réalité sombre que les médias ne peuvent pas, en fait ne veulent pas révéler aux gens.
C'est pour cette raison qu'il y a la pauvreté. Vous savez, il y a une dame qui a dit que le Congo est un pays qui est très riche. Alain a soulevé un point important, c'est que le gouvernement canadien fait pression même au niveau des instances internationales pour imposer à des pays comme le Congo ou même d'autres pays africains des codes miniers, par exemple, ultra permissifs, qui permettent à des compagnies minières de faire la pluie de beau temps chez nous. On impose des politiques d'ajustement structurel. Ce sont ces politiques-là qui appauvrissent l'Afrique. C'est ça la réalité. Ce sont les ajustements structurels qui appauvrissent l'Afrique et qui enrichissent les multinationales et les grandes entreprises en Occident. Et on voit aujourd'hui comment la Grèce, on voit la situation de la Grèce. On a vu un pays européen, le seul pays qui a refusé la cure des instances internationales, comment on appelle ce petit-là l'Islande. Aujourd'hui, donc, c'est parce que nous avons refusé ces ajustements structurels que nous en sortons mieux que la France et même d'autres pays européens. Donc, il faut comprendre ceci. Et je peux revenir à la question sur l'acte, et surtout ces jeunes qui vont en Afrique. Je ne doute pas de la bonne foi de toutes ces personnes qui vont en Afrique pour aider les Africains. Je ne doute aucunement. Mais seulement, on peut leur faire jouer des rôles sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est ça la réalité. Parce que l'Afrique peut s'en sortir. Les Africains n'ont pas besoin de professeurs. Tout comme nous avons des problèmes ici. Nous n'avons pas encore fini de régler nos problèmes. On va les régler des problèmes ailleurs. À ces étudiants-là, j'encouragerais avec la bonne foi qu'ils ont de continuer ce qu'ils font. Mais le problème, c'est qu'il faut une révolution au sein de nos institutions, y compris l'ACDI. Parce que l'ACDI, on l'a dit, c'est le sous-traitant. C'est l'allié objectif des multinationales, des intérêts privés qui se livrent à la prédation de l'Afrique. Voilà. Je vais dire le grand héros de notre indépendance, Patrice Lumumba, dans la dernière lettre qu'il a écrite à son épouse, dit une phrase qui dit « Nous ne sommes pas seuls okay ». Et que ce soit les Premières Nations, que ce soit d'autres pays d'Amérique latine, etc., la Colombie, le Honduras, c'est la même réalité. Juste rapidement, parce que c'est très appréciable les interactions qu'on a avec le public, je veux qu'on comprenne qu'en fait la situation si aujourd'hui on parle du Congo, c'est parce que c'est grave, mais aussi les impacts en fait de la réalité du Congo sont très vastes. Je vous donne un exemple très très précis. Il y a un milliardaire israélien qui s'appelle Dan Gertler, qui est le bras droit de notre pseudo-président au niveau minier. Okay, c'est lui qui gère vraiment le monsieur mine non congolais du Congo là-bas. Donc il est multimilliardaire et il y avait un documentaire que vous verrez sur Bloomberg qui explique qu'en fait il n'y avait qu'une partie de la fortune colossale qui s'est fait au Congo. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Il finance quoi en Palestine? La colonisation. Okay. Donc par exemple, les personnes qui s'intéressent par exemple à la cause palestinienne, on parle d'autres causes comme ça, ben, sachez qu'il y a une partie de l'argent qui sert à construire dans les parties palestiniennes, ben, une partie de l'argent vient du Congo et malheureusement, ça fait partie du fait que moi quand je compare le Congo, en fait si c'était un restaurant, un buffet, ce ne serait pas all you can eat, c'est all you can kill. Et chacun, par rapport à ses ambitions, vient prendre sa part et puis utilise ce qu'il peut prendre au Congo et puis va à peu près partout dans le monde pour faire ce qu'il aura à faire. Et c'est ce que je veux dire. Merci. Ce que j'aimerais dire, c'est que Sankara, pendant les 4 ans de pouvoir, avec tous les progrès substantiels qu'il a pu amener au Burkina Faso, il n'a jamais eu besoin de l'ACDI. Ça, c'est fondamental. Il n'a jamais besoin de développement. C'est un développement auto-centré, c'est-à-dire compter sur nos propres forces. Et ça passe par un changement de mentalité, autant nous, la diaspora, que les gens chez nous. Ce qu'il faut comprendre dans cet ACDI, tout ce baratin, c'est qu'il y a dans ce geste, quand vous donnez $10 à l'ACDI à quelqu'un qui vous arrête dans la rue, peut-être pas vous, ne vous sentez pas visé, mais pour beaucoup, ça donne une espèce de tranquillité de conscience. C'est-à-dire, j'ai donné mon $10, je prends ma distance, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant il faut que je travaille, il faut que je nourrisse mes enfants, etc. Donc, cette prise de distance, et l'ACDI et toutes ces espèces sont des charity business, en fait. Charity business qui est devenu populaire en Amérique,
Et il n'y a pas de problème, je vous réfère aux écrits de Mme Dambisa Moyo, économiste à la Banque mondiale d'origine africaine, qui a compris. C'est pas compliqué, l'argent qu'on met, les flux capitaux nord-sud sont inférieurs par rapport à ce qui est sud-nord. Et ça, il va falloir qu'on se l'explique. Ça, c'est la troisième des choses, c'est que pour répondre à ta question, les droits de l'homme sont une arnaque mise en place pour justifier l'intervention. Et ces droits de l'homme, ce n'est que le discours à vocation civilisationnelle qu'on nous a mis pour justifier la colonisation en Afrique. Okay? On a parlé du discours civilisationnel, Jules Ferry. Il est du devoir de la race supérieure d'élever la race inférieure à son niveau. Ça, c'est Jules Ferry au 19e siècle. Aujourd'hui, il est du devoir de ceux qui ont inventé les droits de l'homme d'instaurer la démocratie. Vous aurez compris que c'est un baratin qui n'est que sophistiqué en apparence. C'est-à-dire qu'il faut voir au-delà. Et comment on fait? C'est par un geste politique. Première chose, organisation, ce qu'on fait ici aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est de trouver des alternatives à l'information qu'on nous sert. Si vous lisez Devoir, etc., bien souvent, c'est Agence France-Presse, un copier-coller, des journalistes eux-mêmes avouent qu'ils n'ont pas le temps de faire du travail de terrain. Or, si vous lisez des journaux, des quotidiens comme la crise malienne en ce moment, référez-vous à Al-Watan et Liberté, qui sont des quotidiens algériens, vous y verrez de l'information que vous ne trouverez pas ici, en Amérique du Nord. Je suis agréablement surpris de la participation des gens. Parce qu'un des objectifs de la campagne, c'est justement ça, inviter les gens justement à ne pas se prendre pour des professionnels. Parce que souvent, on est intimidé par des Deneaux, des bécos qui semblent être des experts, alors que pour participer à un débat public, on n'a pas besoin d'être un expert. Et donc, je salue la participation de tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, par rapport à la coopération internationale, ça a beaucoup dérangé plusieurs personnes, mais en fait, je pense que la coopération, c'est un peu un smoke screen, dans le sens que c'est une espèce de band-aid qu'on met pour ne pas parler des réels enjeux, parce que les enjeux qu'on parle actuellement, c'est économique et politique, et ces problèmes-là, politiques et économiques, créent des crises humanitaires. Donc je pense que c'est le changement de discours qu'on doit aborder. Donc c'est voir ça comme des enjeux politiques et économiques, donc des dynamiques de domination entre le Nord et le Sud, et pas juste des situations de pauvreté humanitaire, etc. Donc, mais encore, je salue beaucoup la participation de tout le monde. C'est vraiment l'objectif je crois qu'on a atteint par rapport à l'expression citoyenne. Pardon? Oui, bon, et aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook, même le baratin de la fin Facebook, Tumblr, ça me concerne, .tumblr.com sur Facebook, c'est une page, ça me concerne, donc allez faire des petits likes, on envoie l'information pas mal, donc amusez-vous là-dessus. J'ai concentré mon propos sur le rôle du Canada à l'étranger, mais dans ce livre Paradis-sous-terre que j'ai écrit avec William Sachet, on insiste sur la façon dont le Canada, qui est une ancienne colonie et qui a été historiquement l'instance de la colonisation de l'Empire britannique, qu'il a, ce Canada, canadianisé son modèle, au fond. Les sociétés minières viennent ici pour bénéficier d'un cadre qui a profité à l'industrie minière à l'intérieur de nos frontières pendant toute son histoire moderne, pour bénéficier de ces avantages-là désormais à l'étranger également, étant donné le cadre de la mondialisation. Je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai souvent l'habitude de dire, puisque Dédi en parlait tout à l'heure, là, que le Canada est un Congo de Léopold II réussi, entre guillemets. Je vais très très vite sur les initiatives qui consistent à envoyer des militants ou des citoyens éclairés dans les associations, dans les assemblées d'actionnaires. Essayez de me dire quand la dernière fois une assemblée d'actionnaires a renversé un conseil d'administration, a pesé sur les choix des membres d'un conseil d'administration ou a même infléchi les politiques d'une entreprise. Qu'on se le dise, les multinationales, les entreprises ne sont pas démocratiques. Je veux dire, ce sont des jeux de grattage de dos entre des administrateurs qui pratiquent toutes sortes de stratégies croisées d'un groupe à l'autre. Et donc, cela s'appelle non pas la démocratie, mais l'oligarchie.
Pourquoi investir dans des régions qui sont à risque, qui sont risquées, disons, qui sont à feu et à sang, qui sont sous tension, ainsi de suite? C'est parce qu'on peut très bien aujourd'hui, dans le régime capitaliste actuel, faire beaucoup d'argent sans même qu'il y ait une pelletée de terre. Pourquoi? Parce que quand une compagnie accède à une mine, à un gisement de cuivre au Congo, elle n'a pas à l'exploiter pour devenir riche, elle n'a qu'à déclarer sur les marchés financiers « j'ai du cuivre au Congo ». Et l'action monte du fait de cette information. On a comme membre d'un conseil d'administration des actions en poche qui valaient 25 cents au début de la journée. On annonce qu'on a une mine de cuivre au Congo. L'action qui valait 25 cents vaut 2,5 $, 3 $. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Ça s'appelle la spéculation financière. Et il faudra comprendre que c'est par des machinations du genre qu'on arrive à s'enrichir sur un mode quasi miraculeux. Je ne pense pas qu'il faille se dire les sociétés minières sont là, on doit composer avec elles, c'est comme ça que ça se passe. Étant donné que le système dans lequel les multinationales et les entreprises agissent est un système qui court à la faillite. C'est un système qui n'est pas viable, qui détruit tout sur son passage, qui a fait des ravages jusqu'à maintenant et dont les années, si ce n'est pas les mois et les jours, sont comptés. Je pense que la crise économique de 2008 doit valoir un peu comme un peu d'eau froide au visage, à savoir que ce n'est pas un système naturel, ce n'est pas un système qui est voué à durer. Au contraire, c'est un système que nous allons au fil des années, rendre révolu, ce qui s'appelle, sans romantisme de mauvaise aloi, la révolution. En comprenant ce qui se passe au Congo, ça m'aide à mieux comprendre ce qui se passe en Haïti. Ça m'aide aussi à comprendre au niveau micro ce qui se passe ici, à Montréal, qu'on parle d'appel d'offres, etc. Alors, donc, on aurait pu faire la conférence sur le rôle des minières canadiennes au Mali, on aurait pu axer le truc sur le Honduras aussi. Le Congo, c'était un appât de par la monstruosité des informations qui nous étaient rapportées. Et la lutte continue. Nous, on ne s'est jamais dit on va faire une carrière en faisant des conférences. On le fait parce qu'on n'a pas trouvé de conférences qui permettaient au public de prendre cette place-là et de sentir que, collectivement, on pouvait favoriser une résistance. Alors, on vous incite à rester à la fin avec nous, puis, ou bien tout simplement quitter, mais de continuer dans cette lutte. C'est vrai que quand on parle de toutes ces choses-là, certaines personnes peuvent se sentir attaquées quand on dit Canada, quand on dit Rwanda. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu comme si on les mettait dans une situation de faire culpabiliser. Ce n'est pas l'objectif. Ce que vous compreniez, c'est que le peuple congolais est debout, fort, fier, notamment ces femmes. D'accord ? Chaque année, la diaspora congolaise envoie pour 9 milliards de dollars en remittance, comment on dit en français, par les systèmes d'envoi. C'est plus que l'aide internationale, c'est plus que l'ACDI et tous les USAID, etc. Le peuple congolais de la diaspora lui-même soutient sa population du début jusqu'à la fin. Les gens que vous avez vus à la télévision là-haut, dans le film, sont plus forts que moi, sont plus forts que nous. Ils n'attendent pas notre aide. Mais maintenant, nous avons une opportunité. C'est, tous ensemble, on a une opportunité de se rapprocher et de faire partie de cette génération de gens qui allons faire en sorte que s'il y a des extraterrestres qui viennent demain sur Terre, on pourra dire on est des humains parce qu'on a fait des actes qui nous ont permis de rabaisser l'influence que ont ces systèmes. Parce qu'on veut, nous, on est dedans. D'accord ? Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que là, on a une opportunité de faire partie de la solution. Et comme je dis dans mon premier livre, c'est à nous de le faire. L'action que moi, avec Patrick et d'autres personnes, on s'est dit, ok, tout ça, c'est du business. D'accord ? Et la finalité, c'est nous en tant que consommateurs. Donc, notre démarche, c'est perturber la mécanique commerciale. Donc, notre objectif, c'est que tous ici présents se réunissent, et vraiment je compte sur vous, qu'on fasse un énorme Somba Zongisa à Montréal, qu'on se retrouve dans un magasin, qu'on achète un produit, et quelques jours plus tard, on va se faire rembourser. On se fait rembourser avec la garantie, ça les énerve encore plus, pour passer un message, ok ? Donc achète, rapport, vous dites avec moi, Somba Zongisa. Plus fort, Somba Zongisa. Merci.
Le Canada a signé tout plein de Transparency Act, si je peux dire, le pacte global, les normes de responsabilité sociale des entreprises de l'OCDE, name them all, il y en a signé des dizaines. Le problème avec ça, c'est que s'il n'y a pas le système, s'il n'y a pas la redevance ou comme la responsabilité, là, en anglais on dit ça le accountability, ça change rien parce que le Canada peut bien signer autant de traités qu'il veut, s'ils sont pas applicables, ça change rien. Donc oui, je dis pas que c'est une mauvaise idée que le Canada le signe, mais il faut aller plus loin. Et là, on parlait justement d'une commission d'enquête, d'un système de justice qui donne la possibilité aux entreprises d'être reconnues coupables, qui donne la possibilité aux gens d'avoir réparation. À ce moment-là, peut-être que ce serait une bonne idée. Mais si le Canada en a signé tout plein là, de normes comme ça, mais elles ne sont pas applicables et elles ne sont pas appliquées. Et par exemple, bon, l'ACDI, il y a plusieurs personnes. Si l'ACDI n'existerait pas, ça serait super, ça serait génial. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y en a aucun pays qui en aurait besoin, qu'il n'y aurait personne qui en aurait besoin. Si l'ACDI n'existerait pas, pour moi, ça serait qu'on aurait justement réussi à ce que les pays d'Afrique... Je dis rien. Et pour moi, ça serait quelque chose de génial. Et le Burkina Faso... je ne savais pas du tout qu'il n'y avait pas eu besoin de l'ACDI. Je pense que c'est un super bon exemple. Et c'est tout ce que je voudrais dire. C'est qu'on n'a pas... et je ne veux pas me faire la porte-parole de l'ACDI du tout. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si ça n'existerait pas, ça veut dire qu'on n'en aurait pas besoin et ça serait mieux comme ça. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et par exemple, il y a plusieurs choses que le Canada pourrait faire et qui viendraient aider. Ce serait par exemple signer le traité sur le contrôle des armes. On sait que par exemple, les plus grandes nations qui font le commerce des armes, par exemple, c'est la majorité de ces armes-là finissent dans les mains des groupes qui causent tous ces troubles-là. Donc par exemple, il y a d'autres initiatives qu'on pourrait faire pour justement faire en sorte que ces situations-là se feraient pas, dont, par exemple, faire signer le traité sur le contrôle des armes et qui empêcherait justement les groupes armés d'essayer de décimer une population puis de créer le chaos, là, comme on dit. Merci. Dans les universités où dans vos cours, on vous dit que quand il y a risque politique ou je ne sais instabilité, il ne faut pas investir. Le problème, c'est qu'au Congo, on investit beaucoup quand il y a de l'instabilité. Elles sont très nombreuses, les entreprises canadiennes qui investissent au Congo quand il y a instabilité, alors que quand il y avait stabilité, elles n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un pas entre les cours qu'on apprend et la réalité. Là, on vous apprend parce que vous êtes étudiant. Si vous devenez demain homme d'affaires, vous allez voir une autre réalité. Et ça nous renvoie à ce qu'a dit notre frère Mustapha sur le conditionnement. Et quand j'ai fini d'écrire mon livre, à un moment, je me demandais, mais pourquoi est-ce que tout le monde avait une seule histoire du génocide rwandais? On n'expliquait pas, en fait, le fond de l'histoire. Et ça m'a poussé à rédiger un chapitre dans le livre qui s'appelle « Terrorisme intellectuel et occultation médiatique ». Parce que nous assistons aujourd'hui à un terrorisme intellectuel qui nous dit son nom. Et même dans les universités, ce terrorisme est très sournois. Je vous donne un exemple. Vous avez un livre comme Leur Canada. Normalement, ce livre devrait être enseigné dans les universités. Mais je ne pense pas qu'il n'y a pas de fous parmi nos recteurs qui vont pour accepter qu'un tel livre soit enseigné dans les universités. Donc ça vous donne une idée du système de conditionnement et de contrôle de la pensée qui existe dans nos sociétés soi-disant démocratiques. Et quand on vous conditionne, on oriente votre manière de penser, après vous devenez comme un jouet. C'est-à-dire que vous, même s'il y a dissidence, parce que le système essaie de vous dire qu'il y a de la dissidence, comme on dit en Occident, la gauche, alors que ça n'existe pas en réalité. La vraie gauche, c'est en Amérique latine. On vous dit qu'il y a de la dissidence, et puis finalement, vous vous retrouvez avec des partis de gauche qui ne changent pas de fond en comble les politiques qu'elle dénonçait quand la droite était au pouvoir. Ça, c'est la réalité en Occident. C'est juste pour dire, et pour reprendre à mon frère Youssouf, comme je l'ai dit, Youssouf, moi Youssef, pardon. Ça fait souffrir, là, ça s'appelle Youssouf. Pardon, Youssef. Comme je le disais tantôt, c'est que moi, je crois en la bonne foi des gens qui vont aider en Afrique.
je pense que vous le faites de bonne foi, je suis sûr et certain. Je connais des amis qui sont en Afrique aidés. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces politiques, la politique étrangère du Canada pèse beaucoup plus et c'est beaucoup plus gros. Donc, c'est pas évident. Vous allez servir de paravent. On se sert de votre bonne foi en réalité. Et c'est ça, comme quelqu'un l'a dit, le Burkina Faso n'a pas eu besoin de l'aide de qui que ce soit pour se développer, d'autant plus qu'on sait que ce sont les ressources africaines qui nourrissent beaucoup plus le Nord. Donc, pour finir, je crois qu'on a parlé, on a essayé d'aborder la question des solutions, et je crois que les solutions, vous allez, je ne sais pas acquiescer à ce que je dis, passe par la connaissance et la vraie connaissance, car la vraie connaissance, c'est elle qui engendre des révolutions. Merci. Merci à nos panélistes.